tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Christophe Castaner a-t-il convaincu les sénateurs? Auditionné hier, le ministre de l'Intérieur a dû s'expliquer devant la Haute Assemblée sur les violences du 16 mars. Bousculé à plusieurs reprises, il a nié tout problème d'anticipation. On en parle dans un instant. Jacques Toubon est notre invité. Nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, interdiction de manifester, usage des LBD. Le défenseur des droits nous dira ce qu'il pense de cette réponse sécuritaire de l'exécutif. Affaiblit-elle nos libertés? On lui posera la question. La pression monte sur les sénateurs. Ils doivent dire demain s'ils décident de poursuivre Alexandre Benalla pour parjure. Si son cas semble tranché, celui des collaborateurs directs d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda et Alexis Collère font débat. Les explications à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera salle des conférences Tam Tranui et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. Comment éviter un nouveau samedi de violence après la fermeté affichée et la présentation de nouvelles mesures sécuritaires? L'exécutif continue de chercher la parade. Les militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés pour sécuriser les bâtiments officiels samedi, mais aussi libérer les policiers qui pourront d'ailleurs être redéployés sur le terrain. C'est ce qu'a annoncé Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Écoutez. Des individus ont décidé de casser la démocratie, de s'en prendre à la République et à ses symboles, à des banques, à des commerces, à nos institutions, que l'on vienne de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Ce ne sont donc plus des manifestations à qui nous avons affaire, mais des émeutiers. Et la distinction entre un manifestant et un émeutier, elle est très claire. Le droit de manifester est constitutionnellement protégé dans notre pays, car les manifestants défendent une cause. À côté de cela, il y a les émeutiers qui sont simplement mus par la haine. Des moyens spécifiques seront donc déployés dès le week-end prochain et, le président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle pour sécuriser les points fixes et statiques conformément à la mission du dispositif Sentinelle. Nous ne pouvons pas laisser une infime minorité violente abîmer notre pays et détériorer l'image de la France à l'étranger. Près de 3 heures d'audition hier, Bruno Le Maire et Christophe Castaner n'ont pas été ménagés par les sénateurs. Les deux ministres ont dû répondre aux critiques et aux moyens mis en œuvre pour éviter de nouvelles violences et actes de vandalisme. Jonathan Dupriez. Dans la même salle, au même moment, Christophe Castaner, Laurent Nunez et Bruno Le Maire ont dû rendre des comptes aux sénateurs, tant sur les conséquences économiques liées aux dégradations des casseurs que sur l'aspect sécuritaire de la dernière manifestation des Gilets jaunes. Samedi dernier, il y a eu à la fois des dysfonctionnements dans l'application de la doctrine que nous avons fait évoluer et qui a évolué, je le rappelle, après le 1er décembre. Et puis, il y a eu un phénomène constaté de dépassement face à la violence. En question notamment, l'usage plus mesuré des LBD. Les policiers avaient-ils l'autorisation de tirer samedi pour arrêter instantanément les délinquants en action ou devaient-ils attendre des ordres qui ne venaient pas? Il y a eu des instructions d'utilisation plus prudente, plus mesurée des lanceurs de balles de défense qui ont été données et ça ne correspondait pas aux instructions générales qui avaient été données par les ministres et c'est un dysfonctionnement effectivement majeur. En plus de la loi anti-casseurs adoptée au Sénat, le gouvernement a annoncé des mesures pour mieux encadrer les manifestations. Mais pas question pour le ministre de l'Intérieur d'aller vers l'instauration d'un état d'urgence. Je n'exclus pas l'état d'urgence par principe. Je l'exclus parce que j'ai le sentiment qu'il ne nous donnerait pas forcément de moyens supplémentaires pour neutraliser ceux qui viennent casser. De son côté, Bruno Le Maire a réévalué le montant des dégâts engendrés par les casseurs depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance, ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros. Si les commerçants, profession la plus impactée par les dommages, bénéficient de certains aménagements sociaux et fiscaux, le ministre de l'économie ne prévoit pas l'instauration d'un fonds spécial d'indemnisation. Est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence? Je pense qu'il est moins efficace, je le dis très sincèrement, que tous les dispositifs que nous avons mis en place. Les sénateurs ont annoncé qu'ils procéderont à des auditions complémentaires. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sera entendue dans les prochains jours.
Et vous venez de l'entendre, Christophe Castaner a été épaulé par son secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui a volé à plusieurs reprises à son secours. Le ministre de l'Intérieur, qui est apparu fragilisé, il a refusé d'endosser la responsabilité des dysfonctionnements du 16 mars. On voit tout de suite les réactions politiques à cette audition avec Michael Spitzberg. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Muet à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur est le maillon faible du gouvernement depuis les événements intervenus lors de l'acte 18 des Gilets jaunes le week-end dernier. Un raté sécuritaire qui le désigne comme cible des défaillances du gouvernement. Tout le monde est conscient aujourd'hui que M. Castaner a manifestement la tête ailleurs et que, en tout cas, il est dans l'incapacité de pouvoir protéger d'abord ceux qui veulent manifester pacifiquement et deuxièmement ceux qui sont sur le trajet de cette manifestation et je pense bien entendu aux commerçants. Quand on n'est pas capable d'assurer une mission, on démissionne. Conspué au Palais Bourbon, le ministre de l'Intérieur a été sommé de livrer des explications au Palais du Luxembourg. Une séance publique qui sonne comme une réprimande. C'était nécessaire, après les événements de samedi, qu'il y ait ce temps d'écoute, de questions, de dialogue aussi, pour que les ministres comprennent que, au fond, ces parlementaires qui viennent de tous les départements de France, ils sont porteurs de quelque chose d'important. Une inquiétude, une angoisse, une attente que dans notre République, les libertés essentielles soient garanties par le respect de l'ordre public et que les débordements auxquels on a de nouveau assisté samedi ne doivent pas se répéter. Et là encore, Christophe Castaner n'a pas convaincu. Le changement de doctrine de sécurité qui va s'opérer lors des prochaines manifestations des Gilets jaunes inquiète plus qu'il ne rassure. Ce qui m'inquiète, c'est peut-être les risques que nous allons prendre, que le pays va prendre. Est-ce que nos forces de police sont préparées? Elles sont fatiguées? N'y aura-t-il pas des provocations samedi prochain? N'y aura-t-il pas des réponses inutiles, en tout cas excessives à ces provocations? Voilà, c'est tout le débat. L'exécutif prend un risque. Sur la sellette, le ministre de l'Intérieur est le dernier fusible du président après le limogeage du préfet de police de Paris. Son sort est donc aujourd'hui intimement lié à la bonne tenue des manifestations à venir, à commencer par l'acte 19 des Gilets jaunes, samedi. Et première invitée de notre multiplex, c'est la présidente de la commission des affaires économiques, la sénatrice LR des Yvelines, Sophie Primas. Elle est à vos côtés, Tram Tranuit. Oui, Sophie Primas, hier lors de cette audition, notamment celle de Christophe Castaner, vous avez demandé au ministre s'il avait une responsabilité personnelle dans ces événements. Il ne vous a pas répondu. Est-ce que pour vous, Christophe Castaner est responsable de ce qui s'est passé samedi dernier? En réalité, je lui ai posé deux questions. La première question qui était de savoir si le préfet de police lui avait désobéi, en quelque sorte. Si oui, sur quel point? Et enfin, la question, effectivement, s'il ne se sentait pas responsable, finalement, de la situation. Il m'a répondu sur le premier point. Il a même été surpris de ma question. Il m'a répondu que le préfet de police n'avait pas, entre guillemets, désobéi, qu'il y avait une erreur de management, une difficulté de management, mais il n'a pas répondu sur sa propre responsabilité, évidemment, puisqu'en fait, elle découlait de la réponse qu'il me faisait sur le comportement du préfet de police. Pour vous, il est clair qu'il y a une responsabilité du ministre dans la situation actuelle et dans les saccages de samedi dernier? Il me semble qu'il est le premier policier de France. Il ne peut pas, comme ça, repousser sa responsabilité. D'ailleurs, il ne l'a pas faite. Il ne m'a pas répondu, mais il n'a pas repoussé sa responsabilité. Il a simplement dit qu'il y avait un défaut de management. Mais le premier manager de l'équipe de sécurité en France, c'est le ministre de l'Intérieur. Oui, donc pour vous, l'exécutif a été en faute dans la gestion de samedi? Ça semble clair. Également, Sophie Primas, votre réaction au fait que l'on apprenne aujourd'hui que le gouvernement mobilise le dispositif Sentinelle pour sécuriser les bâtiments officiels samedi prochain et également pour dégager plus de policiers pour sécuriser les manifestations? Mais je crois que ça fait maintenant 18 semaines que l'on connaît des troubles très importants avec des violences qui s'installent, des violences qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus de provocations. Je crois qu'il est temps maintenant de mettre un arrêt à ces violences, un arrêt extrêmement ferme. Si ça avait été fait un peu plus tôt, on n'en serait probablement pas là. Donc il faut mobiliser tous les moyens que l'État a à sa disposition. Moi j'ai entendu le Premier ministre nous parler de drones, de matières qui laissent des traces, etc.
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Je veux dire, ça, j'allais dire, c'est de la mécanique, entre guillemets, c'est des décisions techniques qui doivent être prises. Si dans le dispositif, il doit y avoir une mobilisation de sentinelles pour sécuriser les bâtiments publics et les bâtiments du pouvoir, peut-être est-ce la bonne solution, mais en tout cas, voilà, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? Autre décision qui intervient cette semaine, on voit que la manifestation va être interdite dans certains quartiers, à Paris, à Bordeaux, à Nice. Mais est-ce que ce n'est pas simplement reporter le problème? D'autres quartiers risquent aussi la casse. Les sénateurs se sont émus de cette situation-là, évidemment. Alors, tous les quartiers ne sont pas aussi emblématiques que les Champs-Élysées, mais on voit bien que si ce n'est pas sur les Champs-Élysées, ça sera sur les arrondissements aux alentours, sur des lieux qui peuvent être également extrêmement emblématiques de Paris. Il y a beaucoup de quartiers, on peut aller à Montmartre, il y a beaucoup de quartiers qui sont emblématiques d'un point de vue touristique pour Paris, et dans les autres villes, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, il y a des quartiers et des rues qui sont emblématiques de ces villes-là et qui pourront être le théâtre. Alors on a bien compris qu'ils arrêteraient les attroupements dans ces rues-là aussi, mais on est un petit peu gêné par cette espèce de zonage et de sectorisation des forces de police. Eh bien, merci beaucoup Sophie Primas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction en direct. Le bureau du Sénat, à l'heure des choix, c'est demain que ses membres doivent se prononcer sur le cas Benalla. L'ancien chargé de mission, soupçonné d'avoir menti sous serment, pourrait être poursuivi. La Haute Assemblée y est favorable, mais ce sont les cas de Patrick Stroda et d'Alexis Collère, tous deux collaborateurs de l'Élysée, qui font débat. Quentin Calmy. C'est une réunion cruciale où chaque vote va compter. Car si sans surprise, les sénateurs devraient transmettre au parquet les soupçons de faux témoignages d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase, c'est sur les soupçons de parjure des 3 hauts fonctionnaires proches collaborateurs d'Emmanuel Macron que le suspense reste entier. Alexis Collère est le secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, le chef de la sécurité du président de la République, et enfin Patrick Stroda est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Les sénateurs les suspectent d'avoir retenu une part significative de la vérité devant la commission d'enquête. Mais faut-il pour autant les soupçonner de faux témoignages? C'est tout le débat au sein du bureau. Autour de la table, lors de cette réunion, 26 sénateurs, avec le président du Sénat, les vice-présidents, questeurs et secrétaires de la Haute Assemblée, chaque groupe politique étant représenté proportionnellement à sa taille dans l'hémicycle. Aucune certitude aujourd'hui sur l'issue de ce vote. Les sénateurs centristes ont publiquement pris position contre la transmission au parquet. S'agissant des collaborateurs du président de la République, sur des sujets qui me paraissent très mineurs, personnellement, je ne suis pas d'accord. Selon François Grosdidier, cette prudence chez certains sénateurs s'explique par les pressions exercées sur le Sénat. C'est évident qu'on a fait savoir à certains sénateurs qu'à la veille de la réforme constitutionnelle, eh bien, il serait peut-être mieux pour le Sénat de rester docile s'il ne voulait pas. Qui a fait pression Qui a fait pression? Je vous laisse l'imaginer. Un vote va être particulièrement scruté lors de cette réunion du bureau, celui de Gérard Larcher, le président du Sénat. Et on continue les réactions avec un des membres justement du bureau, c'est le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. À votre micro, Tam. Oui, Éric Bocquet, les membres du bureau du Sénat dont vous faites partie doivent donc statuer demain sur la demande de saisine de la justice dans l'affaire Benalla. Déjà pour Vincent Crase et Alexandre Benalla, il n'y a pas beaucoup de suspense. Oui, c'est ce qui semble se dessiner effectivement, d'après les commentaires qu'on entend ici et là. Mais beaucoup de débats autour des 3 autres cas, Stroda, Alexis Collère et le général Lavergne. Voilà, puisque les avis apparemment sont partagés là-dessus. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'hésitation. Ce bureau n'est pas une juridiction, nous ne sommes pas des procureurs, c'est la procédure normale. Oui. Le bureau a été saisi par la commission d'enquête. Je rappelle que vous transmettez le dossier à la justice et qu'ensuite c'est la justice qui juge. Exactement, la justice a d'autres moyens que nous pour investiguer plus loin, puisque le courrier de Philippe Bas adressé au président pour la saisine de ce bureau est particulièrement clair. Bon, effectivement, sur les cas que vous avez cités, Benalla et Crase, il n'y a pas de questionnement. Par contre, sur les 3 autres, on parle quand même d'omission. De mensonge par omission, en quelque sorte. C'est pas la vérité totale qui a été donnée face à la commission d'enquête après avoir prêté serment. Donc il y a un questionnement sérieux qui perdure. Il faut que la justice soit saisie de cette affaire. Est-ce que vous craignez que le Sénat se déjuge lui-même s'il ne transmet pas les cas de ces hauts fonctionnaires? Il y aurait des conséquences aussi pour
l'image du Sénat, on peut Je l'imaginer? pense que, sans exagérer le propos, elle serait dévastatrice, ces conséquences. J'imagine pas un instant que le Sénat, demain, le bureau du Sénat, déjuge la commission d'enquête qui a mené un travail absolument remarquable, reconnu de tous. Qui a mis la lumière sur le Sénat ces derniers mois, il faut le reconnaître. Le Sénat a été salué pour son travail. L'Assemblée nationale avait laissé tomber, le Sénat a poursuivi le travail et a permis à la commission d'enquête de mener ce travail jusqu'au terme. Des questions restent posées aujourd'hui. Je n'ose pas imaginer qu'une autre décision que la transmission du dossier à la justice soit prise demain matin. Alors jusqu'ici, on n'était pas du tout sûr que Gérard Larcher allait prendre part au vote, mais on a appris aujourd'hui que cela serait bien le cas. Donc on peut imaginer qu'une décision a été prise. J'imagine, enfin, vous me l'apprenez, effectivement, j'ignorais si le président émettrait son vote. Nous serons 25, je crois, à voter, puisqu'il y a une personne absente sur les 26 membres du bureau, si j'ai bien compris. Voilà, donc il faudra que... C'est un vote à main levée. Donc tout le monde devra prendre ses responsabilités. Voilà, franchement, je n'ose pas imaginer un instant, encore une fois, que le Sénat se fasse harakiri à ce point, dans le contexte dans lequel on se trouve, réforme des institutions, etc. On a senti une sorte de contre-campagne interne, justement, pour faire en sorte que les 3 hauts fonctionnaires ne voient pas leur cas transmis à la justice. Certains disent, eh bien, dans le cadre de la révision constitutionnelle, on ne pourra pas négocier si on est trop cassant avec les collaborateurs d'Emmanuel Macron. On ne négocie pas la séparation des pouvoirs. Le Sénat a fait la preuve de son utilité. Il y a le législatif, c'est nous avec l'Assemblée nationale, il y a l'exécutif, il y a le judiciaire. Les 3 pouvoirs sont clairement séparés. La commission d'enquête a fait un travail justement où à aucun moment il y a eu empiètement. Elle est restée dans son couloir jusqu'au bout. Il ne faut pas mélanger les choses. On est sur du sérieux, on est sur du fond. Moi, je n'ai pas d'état d'âme du tout à ce que la justice soit saisie officiellement pour mener l'enquête jusqu'à son terme. Eh bien, merci beaucoup, Éric Bocquet, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. En séance, l'examen de la loi LOM, la loi sur les mobilités, se poursuit. La discussion générale a débuté hier. On va faire un point sur l'avancée des débats avec vous, Alexandre Poussard. Oui Delphine, et cet après-midi, le Sénat vient d'adopter un amendement pour développer le fret ferroviaire sur l'ensemble du territoire national. Car le problème, c'est que cette loi mobilité prévoit bien d'investir 1 milliard d'euros dans le fret ferroviaire sur les 5 prochaines années, mais uniquement sur les axes stratégiques, sur les autoroutes ferroviaires et pas sur les petites lignes. Et ça n'a pas plu aux sénateurs et notamment au groupe communiste. Écoutez leur présidente, Éliane Assassi, qui a déposé cet amendement. Nous pensons en effet tout aussi essentiel de protéger et d'investir dans les lignes capillaires essentielles pour un aménagement harmonieux et équilibré du territoire, permettant de développer les circuits courts et de renforcer la compétitivité des entreprises sur ce territoire. L'enjeu écologique n'est pas mineur. Je vous rappelle ainsi que 90% du trafic de transport de marchandises transite par la route, que sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, le secteur des transports représente 30% sur ce chiffre. 95% est imputable à la route. Faut-il continuer en ce sens ? Et dans ce débat, le gouvernement s'est opposé à cet amendement. Écoutez la réponse de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Je vous rappelle que grâce au nouveau pacte ferroviaire, nous avons décidé d'investir 3,6 milliards d'euros par an pour remettre en état notre réseau ferroviaire. Ce qui est cité dans cette partie du rapport, ce sont effectivement les grands axes de desserte de notre pays qui doivent faire l'objet d'investissements spécifiques qui ne sont évidemment pas contradictoires avec la remise en état de façon générale de notre réseau ferré, la politique que nous menons par ailleurs pour remettre en état les voies de service et les capillaires fret. Donc je pense qu'on perd en lisibilité sur l'objet de ce programme, donc avis défavorable. Et malgré ces explications, le Sénat est donc passé outre l'avis défavorable du gouvernement pour favoriser les petites lignes dans le développement du fret ferroviaire. Merci beaucoup Alexandre et on vous retrouve tout au long de cette édition. On ouvre à présent notre page consacrée à l'avenir de la sidérurgie en France. Une mission d'information s'est créée au Sénat sur ce thème en pleine incertitude sur l'avenir de cette aciérie Ascoval après le retrait de son repreneur Altifort. Les sénateurs se sont déplacés dans le nord de la France la semaine dernière et nous les avons suivis. C'est un reportage de Béatrice Finzin. À vous de jouer maintenant. On se battra pour vous comme on le fait depuis le début. Dans quelques jours, ils sauront si leur site va fermer. Les 281 salariés de l'aciérie d'Ascoval de Saint-Saulve, dans le Nord, connaîtront leur sort le 27 mars prochain.
On a des gens qui vivent en pointillé, des collègues qui depuis 4 ans ne peuvent pas continuer leurs travaux de maison et vivent dans des bungalows. On a des collègues qui ne peuvent pas acheter de voiture parce qu'à la banque on leur dit mais vous travaillez chez Ascoval et si dans 2 mois vous n'avez plus de travail, faites comment? Et avec eux, c'est tout le secteur sidérurgique français qui s'inquiète. Pour comprendre les enjeux auxquels est confrontée la filière, des sénateurs sont partis sur le terrain dans le cadre d'une mission d'information. La densité ferraille c'est 1, la densité de l'acier c'est 7. Une deuxième fois on fond et là on a 100 tonnes. D'accord. Questionner, observer et comprendre quelle est la place de la sidérurgie dans l'industrie de demain, c'est tout l'enjeu de cette mission qui doit durer jusqu'à juin. Donc il y aura plusieurs déplacements. On a voulu commencer par les Hauts-de-France, chez notre rapporteur donc Valérie Létard, et dans 2 sites complètement emblématiques. La sidérurgie qui paraît être une activité à la fois traditionnelle, de longue date, ancienne en fait, est une activité extrêmement technologique qui est effectivement complètement mobilisée dans la modernité. L'optimisation des coûts énergétiques. Il y a vraiment un enjeu de stratégie, d'autonomie industrielle. Rester autonome et compétitif face à un marché mondial qui n'est pas soumis aux mêmes règles, notamment en matière d'environnement, c'est toute la complexité à laquelle est soumise la filière. Sur le site d'ArcelorMittal, à Dunkerque, même constat. Ici aussi, les déchets sont recyclés. 1,2 million de tonnes de ferraille par an. Et la ville de Dunkerque est même chauffée grâce à l'usine. L'enjeu de la sidérurgie française aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler à armes égales avec les autres sidérurgies hors européennes qui exportent sur le marché européen en ne respectant pas les mêmes règles que celles à laquelle nous sommes contraintes. Nous n'avons pas peur de la concurrence, mais ce que nous voulons, c'est que sa concurrence soit loyale. On a la fonte qui arrive et de la ferraille qui arrive. Fonte, ferraille, et on va fabriquer de l'acier. On y va, allez, les marchands. Car aujourd'hui, la filière sidérurgique européenne est soumise à de nombreuses normes afin d'être moins polluante. Elle est notamment taxée sur son émission de CO2. Problème, tous les pays n'y sont pas soumis. 80% de la filière minerai en Europe est détenue aujourd'hui par des groupes qui ne sont pas en Europe. On ne peut pas, nous, punir nos entreprises qui sont vertueuses, qui font des efforts pour polluer moins, et elles sont punies parce qu'elles font des efforts, parce qu'on leur fait payer en plus des taxes carbone, alors qu'à l'extérieur de l'Europe, eh bien, on continue à produire de l'acier sans faire attention à cette émission de carbone, et puis qu'on le fait donc à des prix bien plus intéressants. On vient inonder notre marché, et tout cela crée une situation qui pourrait être impossible si l'Europe et la France ne sont pas convaincus que l'industrie de l'acier, c'est le début de la chaîne de valeur. 40% de l'activité du port de Dunkerque, 3e de France, dépend en effet de l'acier. Au total, cela représente près de 10 000 emplois, car au-delà des salariés du site, ArcelorMittal fait aussi vivre les sous-traitants de la filière. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Anne-Catherine Loisier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste de la Côte d'Or, vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat et membre de cette mission d'information sur la sidérurgie. Également sur ce plateau, Philippe Ferbeck, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes coordinateur national de la CGT pour cette même filière. Franck Menonville est également sur ce plateau. Vous êtes le président de la mission d'information du Sénat sur la sidérurgie, sénateur RDS de la Meuse. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Darmaillan. Bienvenue à vous. Vous êtes le président de l'UIMM, c'est l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Première question pour vous, Anne-Catherine Loisier, puisqu'on voit les déplacements sur le terrain très concrets de cette mission d'information sénatoriale au chevet de la sidérurgie. Il fallait faire un état des lieux de cette filière aujourd'hui en France. C'est un des objectifs poursuivis par le Sénat ? Bien sûr, et la particularité des sénateurs sont des acteurs sur leur territoire qui observent effectivement la vie des entreprises et notre capacité, la capacité de nos industries à répondre notamment aux besoins en matière, en l'occurrence d'acier. Donc depuis déjà un moment, avec Valérie Létard, nous avions abordé ce sujet et mis en évidence la nécessité de se pencher sur une situation qui connaît des difficultés depuis déjà pas mal d'années, mais qui vit
une période de crise peut-être encore plus importante récemment, avec, vous l'avez dit dans le reportage, des enjeux donc non seulement de production, d'autonomie nationale, mais derrière aussi de capacité à suivre et à assumer la transition énergétique. Cette crise, Franck Menonville, vous l'observez également. On peut encore l'enrayer, selon vous ? Je crois que au-delà de la crise, je pense qu'on est dans une situation où la sidérurgie est un tournant. Aujourd'hui, nous représentons, je crois, au niveau français, 1% de la production mondiale. Néanmoins, nous l'avons vu dans notre déplacement sur Dunkerque et sur Valenciennes, la sidérurgie est en tête de l'échelle de valeur et effectivement, de cette sidérurgie-là dépend des sous-traitants, l'approvisionnement de nombreuses industries. Et donc, effectivement, il y a une crise et surtout une situation géopolitique et commerciale qui est compliquée avec la Chine, avec les États-Unis. Et donc, effectivement, l'Europe qui, peut-être, je crois que nous devons le dire, doit réaffirmer une stratégie en la matière. Effectivement, la sidérurgie française et sans doute européenne est effectivement aujourd'hui compressée entre la Chine et d'autres marchés. Philippe, mais c'est complètement stratégique. Philippe Darmaillan, quel regard portez-vous sur ces travaux des sénateurs ? Il est important de faire un nouvel état des lieux. On se souvient qu'il y avait eu une mission sur la désindustrialisation ici au Sénat il y a quelques années. Il faut une photographie précise de cette filière pour justement apporter des solutions très concrètes. Oui, depuis la mission de l'Assemblée nationale, les choses ont un peu évolué sur deux plans. Sur le plan du commerce, puisque l'Europe maintenant, d'une certaine façon, nous protège de la Chine sur la pratique du dumping, alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Et on a fait tout un travail à partir de 2013 pour obtenir cela, et ça a bien bougé. Le deuxième point, c'est ce que vous disiez sur le CO2, ou ce qui était dit dans la présentation de votre film sur le CO2, c'est qu'à l'époque, on avait une solution qui s'appelait les ETS, qui est une directive européenne qui permettait justement de mettre nos sidérurgistes européens à l'abri, au même niveau que la concurrence internationale. Et depuis, les directives se sont faites et on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc on paye aujourd'hui du CO2 alors que nos concurrents chinois n'en payent pas. Donc ce sont les deux choses qui ont vraiment évolué de façon globale sur l'industrie, j'entends. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, cet état des lieux qui vient d'être dressé, Philippe Fairbeck ? Ce sont là les réels problèmes auxquels est confrontée cette filière ? Moi, je pense qu'il faut avoir un état des lieux beaucoup plus large que la simple question, par exemple, des ETS. On a eu une mission d'enquête parlementaire en 2013 par l'Assemblée nationale qui a fourni un excellent rapport sur le secteur. On l'a salué à la CGT et qui a fourni 26 recommandations à l'État pour... d'une certaine manière, reprendre la main sur une filière dont il a été acté qu'elle était stratégique pour l'industrie française, puisqu'elle fournit évidemment beaucoup de secteurs. Et la sidérurgie est percutée depuis une vingtaine d'années par les stratégies des multinationales qui dominent, je dirais quasiment à 90% la sidérurgie française, voire plus. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut se pencher aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit bien avec... les dossiers qui nous animent dans la période et dont on va probablement reparler juste après. Donc il y a une dégringolade de la sidérurgie dans le pays, alors que paradoxalement, elle est considérée comme stratégique pour notre industrie. Donc il y a une question d'intervention politique qui est posée. Justement, sur cette question du rôle de l'État, du rôle des élus, des collectivités, jusqu'où peut-il aller l'État ? On voit par exemple dans le dossier Ascoval que ce n'est pas simple, justement, pour trouver des repreneurs. Oui, parce que l'État est dans ce rôle un peu difficile, ambigu, en tout cas sur un fil, où effectivement il voit l'enjeu stratégique de la filière pour l'ensemble de l'industrie, ça a été dit et redit, et il voit aussi que l'intérêt de la France et de l'Europe à long terme, dans un souci aussi d'indépendance, même si on sait très bien qu'on n'est pas dans une situation d'indépendance, mais en tout cas pour préserver une certaine force, une capacité de production, c'est d'agir pour maîtriser au mieux ces investissements,
Alors certains vont jusqu'à dire qu'il faudrait effectivement peut-être des prises de participation au capital de ces entreprises pour mieux maîtriser les choix. Malheureusement, on voit aujourd'hui, le débat actuel avec les privatisations tente à nous montrer qu'on n'est pas trop dans les prises de capital, mais plutôt dans le schéma inverse. Donc nous, parlementaires, la question avec cette mission, elle est sur la table. D'abord, prendre bien conscience de la réalité complexe, parce qu'on a besoin d'une production d'acier, mais en même temps, on a un enjeu, et l'actualité aussi nous le montre, on a un enjeu environnemental, un enjeu de maîtrise de l'empreinte carbone. Donc comment concilier ça? Comment éviter de mettre nos entreprises dans des situations comme ça véritablement paradoxales? Comment ne pas les plomber par rapport à une concurrence internationale? Donc les questions, elles sont sur la table, et c'est l'objectif de la mission, de partager avec les professionnels, de s'inspirer et d'observer ce qui se passe à une échelle aussi européenne. Moi, j'oublie pas que quand même l'acier, ça a été ce qui a constitué l'Europe, et qu'on voit qu'aujourd'hui encore, peut-être presque 70 ans après, c'est toujours le sujet essentiel, essentiel finalement. Franck Menonville. Vous souhaitez intervenir, notamment sur ce rôle très précis de l'État? Oui, moi je pense que l'État doit être... l'État, et je mettrai l'État et l'Europe, doit être surtout là pour créer les conditions optimum pour le développement économique et le développement de ces filières. Et donc sur des aspects effectivement de normes, de fiscalité, de convergence de normes. Et là, on l'a vu lors de notre déplacement, effectivement, dans cette... dynamique, on va dire, de quotas carbone, etc. Il y a à la fois un manque de cohérence au niveau de l'application européenne, même intracommunautaire. Et au-delà de cet intracommunautaire, l'Europe est trop ouverte sur certains marchés, notamment, faut le dire, sur des marchés... où effectivement les règles carbone ne sont pas les mêmes. Et donc là, il faut effectivement être ouvert. On est dans une économie de marché, je crois que c'est... Mais par contre, il faut être ouvert sur des règles qui permettent de mettre l'industrie française et l'industrie européenne sur un pied d'égalité. C'est ce qui avait été tenté ce qui avait plutôt été bien réalisé au départ, mais au fil des mois et des années, ça s'est redégradé. Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation de déséquilibre et qui peut d'ailleurs en 2020 encore s'accentuer. Et là, il faut vraiment y veiller parce que c'est stratégique. Oui, Philippe Darmaillan. Vous parlez de crise. Je pense qu'il faut différencier deux crises avec deux échelles de temps qui sont très différentes. Vous avez la crise d'Ascoval, qui est la crise d'une entreprise, qui est très douloureuse, bien évidemment, pour les 280 personnes qui sont concernées, qui est une crise dans laquelle une société se retrouve effectivement seule, hors d'un groupe, et qui doit redéfinir quel est son plan commercial, sur quel produit elle s'adresse, sur quel marché elle s'adresse, etc. Et donc elle va trouver des repreneurs. Il y a eu un premier essai avec un repreneur qui, à mon avis, avait un plan qui se tenait, mais qui avait une surface financière qui apparemment ne lui permettait pas de mener ce plan. Et là, il y a un nouvel essai qui est lancé par le tribunal. Donc on comprend que cette crise, effectivement, soit le point de départ du Sénat et de cette commission. Et il faut que, sur cette crise, on aille le plus loin possible. Bien sûr, l'UMM ici apporte une dimension formation, une dimension compétence sur cela, dans la mesure où on peut aider et dans la mesure où c'est souhaité par parce que c'est un site de pointe, justement. C'est un site de pointe, c'est un réel fleuron, Ascoval, parce qu'on a souvent une image plutôt dégradée des aciéries françaises. Là, on est vraiment dans de la haute technologie. Il faut que les auditeurs comprennent que c'est pas parce qu'on fait de l'acier qu'on fait tout l'acier, qu'on peut faire n'importe quel produit d'acier. Donc il se trouve qu'Ascoval est dans une situation dans laquelle elle avait une grande technicité sur un produit, elle doit se déployer sur d'autres produits. Donc c'est un vrai projet d'entreprise qu'elle a. Et il faut à tout ça marier, arriver à trouver les financements, le repreneur, et puis la politique commerciale, la politique stratégique. Ça va prendre... c'est en cours, donc c'est difficile de faire une appréciation aujourd'hui. C'est extrêmement pénible pour les 280 personnes qui sont concernées, on le sait bien, mais il faut que cette crise, puisque crise il y a, court terme, elle aille jusqu'au bout. Après, vous avez une crise dont on parle sur le CO2, sur le commerce, qui est plus long terme. Oui, voilà.
et qui est issu à la fois sur le commerce de Trump qui décide brutalement de fermer son marché américain, ce qui ne nous concerne pas trop, mais ce qui nous concerne indirectement parce que les Chinois, du coup, au lieu d'aller aux États-Unis, ils vont sur l'Europe. Et donc là aussi, on a vu les importations américaines, les importations chinoises et asiatiques monter sur l'Europe et donc il faut se défendre. Donc ça, c'est une crise commerciale à plus long terme qui peut concerner. Donc pour le moment, elle n'est pas aiguë, c'est-à-dire que l'Europe nous a soutenus, elle a mis une barrière autour. Donc pour le moment, la situation cas 1, cas A se passe pas mal. On n'est pas dans contenue, mais jusqu'à quand, c'est la question. On n'est pas dans une crise aiguë, mais c'est effectivement à surveiller. Et puis après, il y a le CO2, dans lequel nous avons un objectif d'une économie décarbonée en 2050. L'acier produit aujourd'hui, avec les processus que l'on fait par la voie classique, à peu près 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Et donc, nous sommes dans un projet d'essayer, d'ici 2030, d'avoir réduit cette production de CO2 de l'ordre de 80%. Par différents process. Donc ça prend du temps, ça demande beaucoup de fonds de R&D, ça demande de changement des process. Donc c'est une crise, j'allais dire, moyen terme, parce qu'on sait que si on ne fait rien, là pour le coup, en 2030, l'acier sera en crise, avec le CO2 qui peut monter, nous dit certains experts, jusqu'à $750 la tonne. Donc ça risquerait d'être une crise majeure. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même différents niveaux de crise et je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame de toutes ces crises si on veut bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes et on aura l'occasion effectivement d'être le plus, pas pédagogique parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer, mais d'être le plus explicatif possible. Philippe Verbeek, oui. Justement. Oui, alors s'il faut être pédagogique, on va tenter de l'être. Moi, je ne partage pas du tout l'analyse qui vient d'être faite par mon voisin sur le dossier Ascoval. Je crois qu'on a là une aciérie électrique qui est très moderne, la plus moderne de France probablement, voire une des plus modernes d'Europe, qui répond à des marchés. Et d'ailleurs, on a été très offusqué de votre intervention, Monsieur Darmaillan, sur le sujet quand vous êtes intervenu sur Ford de Blanquefort et sur Ascoval, et notamment en disant que Ascoval était tourné sur un seul marché, le marché pétrolier, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de carnet de commandes. Or, vous savez pertinemment que le dossier Altifort, qui était le dossier de reprise, a été justement consolidé, a été reconnu comme fiable par, y compris Bruno Le Maire, assisté d'un cabinet d'experts, et donc avec un carnet de commandes qui se diversifiait sur le domaine des transports, l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique, dans la mécanique, dans le BTP, etc. Donc on a un avenir très clair, on a une aciérie qui a tous les atouts pour perdurer. Et donc, nous considérons que ce qui s'est passé avec le dossier Altifort, il y a des interactions très étranges, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Bercy, entre la Banque de France, je ne vais pas refaire le feuilleton, mais tout le monde, je pense que vous le maîtrisez un petit peu, vous avez peut-être vu le film sur Ascoval qui est passé sur votre chaîne. On a le sentiment que la reprise par Altifort a été dynamitée par en dessous. Alors, avec quelle connivence on pense aux Syrie, au comité interministériel de restructuration, et du rôle qu'il a pu jouer à ce niveau-là. Quel intérêt je pense aussi, je pose votre responsabilité, l'UMM, dans ces dossiers. Vous savez pertinemment que la question de l'aciérie d'Ascoval, elle est extrêmement dépendante de la stratégie de Vallourec. Vallourec veut faire une croix sur cette aciérie parce qu'il veut faire une croix sur cette je ferai réagir les sénateurs. Que répondez-vous à Philippe Verbeek qui vous met en cause, Philippe Darmaillan? Historiquement, Ascoval était... je dis bien historiquement, Ascoval était effectivement sur le marché du pétrole, de l'oil and gas et sur des tubes. Vallourec, c'est sa spécialité, c'est là qu'ils sont forts et le marché de l'oil and gas est tombé. Donc à partir du moment où cette spécialité tombe, la compétence qui est décrite par M. Verbeek, qui est réelle, eh ben, il faut l'appliquer sur d'autres produits. C'est ça que j'ai voulu dire. Je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est simplement qu'il faut simplement le marché initial sur lequel cette usine a été construite, il n'existe plus. Donc il faut je vais vous donner juste un petit exemple tout bête, c'est que si on veut déployer la production d'Ascoval sur l'ensemble des autres produits, le fil, etc.,
Le marché, c'est des billets de carré. Ascoval, du fait qu'il faisait des tubes, fait des billets de ronde. Donc rien que ça, c'est un investissement de 15-20 millions, etc. Donc je veux dire, il y a une diversification à faire. Et c'est pas facile de faire une diversification. Il y avait un projet Altifort, je suis assez d'accord avec ce que dit M. Verbeek, que le projet, il tenait la route, qui conduisait à construire un laminoir. Voilà, donc c'est des changements. Ça prouve bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'on était passé d'un stade et que pour assurer l'avenir de cette société, il faut trouver un autre stade sur d'autres types de spécialités. Et c'est difficile à faire. Je le sais d'expérience. J'ai fait ça toute ma vie. Diversifier une usine qui a été faite dans un but est quelque chose de très difficile. Et il faut souhaiter à ce que ce projet aboutisse dans le nouveau délai que le tribunal a donné. Délai très restreint, Anne-Catherine Loisier, il s'agit d'un mois pour trouver de nouvelles solutions. Oui, moi ce que je voudrais souligner, c'est qu'on voit que le domaine de la sidérurgie est un domaine comme beaucoup complexe, détenu essentiellement maintenant par des capitaux étrangers, asiatiques, avec des enjeux stratégiques mondiaux sur des types d'acier et des productions qui ne sont pas les mêmes. Donc le sujet méritait vraiment que la mission s'y consacre, essaie de décortiquer tout cela pour avoir notre propre grille d'analyse, puisqu'on écoutera bien sûr avec beaucoup d'attention les remarques des professionnels, mais après l'enjeu c'est que nous ayons notre grille d'analyse et que nous sachions où nous mettons le curseur de l'intérêt général. Et je voudrais juste, c'est pas la même échelle, mais souvent quand on parle de problématiques de mondialisation, eh bien on se retourne et on regarde des stratégies plus régionales. Et parfois on se rend compte qu'il y a des éléments de solution, c'est jamais... Voilà. Et notamment, moi je salue quand même la démarche globale du gouvernement sur les territoires d'industrie, où il y a un certain nombre de sites, notamment la Metal Valley en Côte d'Or, avec Vallourec, où on focus et on mobilise les territoires et les acteurs locaux sur ces réalités. On essaie de trouver des solutions. Moi, j'ai le souvenir aussi de nos intervenants qui nous avaient parlé d'un système assez vertueux en Ile-de-France, avec un certain nombre de petites entreprises sidérurgiques qui se sont regroupées, qui travaillent autour des filières aussi de recyclage et autres. Voilà. Donc, on n'est pas dans le même dimensionnement, mais c'est tout ça aussi. C'est tout cela qu'il faut qu'on prenne en compte. Des structures plus petites à l'échelon régional, puisqu'on a vu finalement l'État impuissant à empêcher la fermeture. On rappelle ces exemples retentissants dans le bassin mosellan, Gandrange, de Florange, qui avait marqué justement notre histoire industrielle. Non, moi je pense pas spécialement des usines ou des entreprises plus petites. Je pense qu'il faut surtout des entreprises, quelle que soit leur taille, performantes et adaptées au marché. Et pour revenir sur Ascoval, nous y sommes rendus vendredi dernier. On y a vu un site moderne, technologique, avec des cadres dirigeants extrêmement volontaires et surtout une richesse, la première richesse d'une entreprise, les hommes qui la constituent et qui sont vraiment mobilisés. Je pense qu'on doit pouvoir, je l'espère en tout cas, tous les acteurs du territoire et également l'État sont mobilisés pour que ce site puisse avoir un avenir. Mais je pense que nos deux interlocuteurs précédents ont une vision assez complémentaire et pas contradictoire d'ailleurs, parce que ce qu'a dit le président a raison aussi. Effectivement, Ascoval doit redéfinir, va redémarrer au travers une stratégie, une stratégie nouvelle. Ça sera le mot de la fin avec vous, Philippe Verbeek. Vous ne partagez pas cet optimisme sur Ascoval? J'aimerais être optimiste, mais je pense qu'il faut être réaliste et proposer des solutions. Le 27 mars, donc c'est après-demain, il va y avoir le jugement pour Ascoval. Alors il y a des repreneurs potentiels qui se manifestent à nouveau. Au vu des conclusions de la commission d'enquête de 2013, et où il était très clairement préconisé une intervention de l'État, y compris par des prises de participation de la Banque publique d'investissement, ce qui n'a pas été fait dans le dossier de reprise d'Ascoval par Altifort. Nous posons clairement la question de la nationalisation temporaire du site, étant donné les atouts qu'on a décrits. Et la réponse au marché de l'acierie, les compétences des salariés avérées, etc. Donc l'utilité du site au sein de la sidérurgie française est évidemment une utilité très claire pour l'industrie. Donc là, il y a une question de positionnement politique qui est posée dans le pays et de politique industrielle.
sur le dossier Ascoval, mais plus largement sur la sidérurgie, bien sûr. On aura la réponse le 27 mars prochain. Merci. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Public Sénat pour évoquer ce thème. On va parler à présent du Brexit, puisqu'il y a un colloque aujourd'hui au Sénat qui se tient sur l'impact économique de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On le sait, la France s'est déclarée contre un report si Theresa May ne présente pas une stratégie crédible. Vous le savez, le Brexit est prévu le 29 mars et l'incertitude est à son comble. Fabien Recker. Peu importe si le Royaume-Uni demande à l'UE de reporter le Brexit. Pour l'économie française, il s'agit de préparer le jour d'après. Pour tous ceux qui commercent avec la Grande-Bretagne, c'est l'équivalent d'un tremblement de terre. Parce qu'en réalité, en tout cas pour tout ce qui est bien, et malheureusement la France a un gros excédent commercial. Heureusement, parce que c'est un de nos rares excédents. Mais il est gros, et donc ça veut dire qu'on a besoin de moyens d'échanger les marchandises. Et pour ça, on ne sait pas du tout comment ça pourra fonctionner. L'excédent commercial de la France avec le Royaume-Uni, 11 milliards d'euros en 2018, pourrait donc rétrécir. En raison de barrières douanières et de nouvelles contraintes réglementaires qui s'appliqueront au lendemain du Brexit. L'INSEE prévoit même à long terme un possible recul d'1,7 point de PIB pour la France dans le cas d'une absence d'accord. Un scénario qui pénaliserait surtout les petites entreprises. Tout simplement que ces PME, ces TPE ne connaissent pas les règles internationales. Aujourd'hui, ils ont même des seuils de valeur, ils ne déclarent même pas à l'international. Donc quand vous leur parlez d'une déclaration en douane, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, quand vous êtes une petite TPE ou une petite PME, vous allez acheter un produit en Grande-Bretagne comme si vous l'achetiez, comme si vous alliez l'acheter au nord de la France ou au sud de la France. Des entreprises qui devront donc s'adapter, mais ce dirigeant d'Eurotunnel se veut rassurant. Je ne suis pas plus inquiet que cela. Je crois que l'économie a des ressorts pour s'adapter en fait. C'est une adaptation qui est un peu rapide et c'est peut-être ça qui est un peu dommage, mais une adaptation qui se fera. De nouvelles habitudes à prendre donc pour les acteurs français, tandis que l'éventualité d'un accord qui définirait de nouvelles règles commerciales entre l'Europe et le Royaume-Uni semble à ce jour très éloignée. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranu, avec le président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, le sénateur LR, Jean Bizet. Jean Bizet, Theresa May demande un report du Brexit au 30 juin. Pour vous, faut-il accéder à cette demande ? Grave question. Et réponse délicate pour les 27 chefs d'État. On rappelle qu'il faut l'unanimité des 27. Il faut effectivement l'unanimité, mais demander un allongement, je dirais, de la période de réflexion n'est pas une stratégie. Aller jusqu'au 30 juin, pourquoi ? Donc moi, je ne suis pas du genre favorable, si je puis dire, à donner davantage de temps. Ça fait 2 ans, voire un peu plus, depuis le 26 juin 2016. Ils savent quelle est la règle du jeu. Donc, moi, je suis plutôt contre ce report. Je suis plutôt contre ce report. Il faut être pragmatique. Alors, c'est une décision politique. Alors derrière, il faut voir l'implication sur le plan, je dirais, des entreprises. Mais il est bien évident que, à mon avis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Déjà, c'est difficile de reporter le Brexit après les élections européennes. Ça pose une première difficulté politique. De toute façon, c'est pas possible, parce que si vous voulez, on serait dans le grotesque. Pour la bonne raison, c'est que, juridiquement parlant, ça obligerait la Grande-Bretagne de procéder à des élections pour envoyer au Parlement, je dirais à Bruxelles, les représentants anglo-saxons. Ça n'a aucun sens. Complètement absurde. Aucun sens. Le risque de Brexit dur est donc de plus en plus fort. Jean Bizet, il pourrait y avoir de grosses conséquences pour les pays de l'Union européenne. Quelles sont vos craintes en particulier ? Regardez, vous avez déjà ce matin la publication, je dirais par l'INSEE, des conséquences, alors que le Brexit n'a pas encore eu lieu. Mais l'incertitude, je dirais, pour les milieux économiques, n'est pas l'idéal. Et déjà, la France, je dirais, a payé un petit peu, je dirais, de diminution d'activité. Et on imagine que le Brexit coûtera aux environs de 0,6% de PIB en moins pour, je dirais, l'économie nationale. Pour la Grande-Bretagne, c'est déjà chiffré à pratiquement près de 2 points de PIB. Est-ce qu'il y a aussi tout de même des opportunités à saisir pour la France à travers le Brexit, qu'il soit dur ou qu'il soit négocié ?
pour les entreprises françaises. C'est l'objet notamment de votre colloque qui se tient aujourd'hui au Sénat. Oui, mais de toute façon, toute mutation, il faut la prendre également sous cet angle-là. Comment peut-on mieux rebondir demain? C'est aussi, je dirais, la mission que nous a confiée le président Larcher à travers du groupe de suivi qu'avec avec Christophe Cambon nous présidons, à savoir redéfinir, je dirais, l'union après le Brexit. Et nous avons une copie, entre guillemets, à remettre, logiquement, le 9 mai à Sibiu, si vous voulez, en Roumanie. Il faut maintenant que l'on passe, je dirais, à l'après-Brexit et repenser l'Union à 27. Eh bien, merci beaucoup Jean Bizet d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Et autre temps fort de la semaine au Sénat, c'est l'examen de la loi LOM, la loi sur les mobilités. L'examen a débuté hier en séance. Retour sur les premiers votes des sénateurs inquiets, vous le savez, du financement de cette loi avec Quentin Calmy. C'est toute l'ambition de cette loi mobilité, fixer le cadre général des politiques de transport pour les 10 années à venir. L'examen du texte a commencé hier au Sénat par un long inventaire à l'après-vert, chaque sénateur souhaitant ajouter un projet structurant de son département à la discussion. Canal Seine-Nord, A45 ou encore nouvelle ligne à grande vitesse. Je m'attarderai plus volontiers sur le projet de ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan, à propos duquel j'ai déjà dû intervenir ici même plus d'une dizaine de fois au cours de ces dernières années. Une loi mobilité qui vise à réduire la fracture territoriale en matière d'accès au transport. Un objectif partagé entre sénateurs et gouvernement, mais très rapidement, c'est sur la question du financement que la discussion se tend. Ce projet de loi, il est tout sauf sincère, il n'est pas sincère, il n'est pas crédible et il n'est pas fiable. Et nous considérons que ça n'est pas sérieux. Parce que ce projet de loi, il est prêt depuis à peu près un an. Il y a déjà un an, vous étiez en attente qu'il soit inscrit. Alors vous nous dites que vous travaillez à trouver des solutions de financement. Mais encore une fois, pour un texte qui est prévu depuis et qui est bouclé depuis un an, c'est juste pas sérieux. En cause, les 200 millions d'euros qui manquent chaque année après 2020 dans le financement des infrastructures de transport. Avec la crise des gilets jaunes et l'abandon de la hausse de la taxe carbone, le gouvernement ne sait pas comment financer ces grands projets. Mais je pense pour le coup que c'est un sujet dont nos concitoyens se sont beaucoup emparés dans le grand débat. Il me paraît légitime d'attendre les conclusions de ce grand débat pour trancher la nature de la ressource. Hier, ce sont 80 amendements qui ont été examinés. Il en reste encore près de 800 à discuter. Prochaine étape, la question des compétences des collectivités locales dans l'organisation des mobilités. Et justement, on va faire un tour en séance où nous attend Alexandre Poussard pour faire un point sur l'avancée des débats cet après-midi. Oui Delphine, et cet après-midi on parle beaucoup de lignes à grande vitesse puisque le projet du gouvernement c'est de privilégier dans les investissements le train du quotidien face au TGV et cela ne plaît pas aux sénateurs de certains départements qui veulent avoir leur ligne à grande vitesse dans leur territoire. Alors chacun a défendu son projet, hein. On a eu la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, la ligne Angoulême-Limoges ou encore la branche Est de la LGV Rhin-Rhône. La ministre des Transports Elisabeth Borne s'est opposée à ces projets avec un argument. Le TGV, ça pollue. Et écoutez cet échange tendu entre la ministre et le sénateur Michel Raison, un échange sélectionné par Alice Bardot. Le bilan carbone d'une ligne à grande vitesse, je pense qu'il faudrait qu'on le partage. Parce qu'on regarde souvent effectivement la comparaison entre le bilan carbone d'un voyageur en TGV ou en avion. Il faudrait aussi intégrer le bilan carbone des lignes à grande vitesse et je peux vous assurer que c'est assez considérable. Sans parler de l'impact sur la biodiversité. Donc une LGV, non seulement ça peut avoir un coût, mais ça a aussi un impact carbone et un impact en termes de biodiversité qu'il ne faut pas négliger. Il a bon dos le bilan carbone, dans beaucoup de sujets. Parce que, vous ne le connaissez pas, ceux qui ne prennent pas ce train, mais ils prennent aussi leur voiture, ils ne prennent pas forcément l'avion. Et si la branche Est était terminée, le train actuel ferait beaucoup plus le plein et on améliorerait le bilan carbone. On peut avoir des tas de raisonnements sur ce sujet. Donc je vous en prie, n'utilisez pas cet argument. Il n'est pas démontrable techniquement et scientifiquement, mais surtout, tenez la parole de l'État. Et au final, ce sont les sénateurs de l'Est de la France qui sont satisfaits de ce débat puisque le Sénat a voté l'achèvement de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône, de quoi rendre jaloux les sénateurs des autres territoires.
Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions. Une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, c'est la proposition du ministre de l'Intérieur pour tenter d'endiguer les violences des casseurs. Plus question de freiner les forces de l'ordre sur le terrain qui sont encouragées à aller au contact. Jérôme Rabier. Le ton a été donné par le Premier ministre lundi. La doctrine d'intervention des forces de l'ordre doit s'inspirer de ce qui a déjà été mis en place en décembre, après les premiers événements violents sur les Champs-Élysées. La mobilité et la réactivité des forces de l'ordre, leur orientation vers l'interception, très utile en décembre, ont manqué dans la conduite des opérations. Mais pour aller plus loin et faire évoluer ce dispositif testé en décembre, le ministre de l'Intérieur a annoncé devant les sénateurs une réorganisation des équipes d'intervention. Dès qu'il y aura un attroupement, il sera dispersé. Nous avons décidé aussi des mesures d'organisation importantes. Nous allons amplifier les détachements d'action rapide, les DAR, en les faisant évoluer en unités anti-casseurs, pour viser spécifiquement ceux qui viennent et s'organisent pour détruire. Certains dispositifs seront utilisés dès la prochaine mobilisation. Christophe Castaner a aussi évoqué des expérimentations technologiques en cours, comme l'utilisation de drones ou des produits marquants permettant de repérer a posteriori les personnes présentes. Mais son secrétaire d'État a rappelé que si une nouvelle doctrine se préparait, elle ne serait pas totalement en place avant plusieurs mois. Ce sera pour l'été prochain. Donc, et là, nous y travaillons. Et bien évidemment, cette doctrine reprendra les éléments que nous avons mis en œuvre dès le début décembre et les mesures que nous avons annoncées hier, que le Premier ministre a annoncées hier soir. Si le gouvernement insiste sur cette nouvelle doctrine, il s'agit davantage d'une évolution permanente dans la police pour finalement s'adapter à des manifestations qui, elles aussi, évoluent et demandent donc des ajustements. Et Jacques Toubon, ancien garde des Sceaux, défenseur des droits, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Jacques Toubon, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit de la part de l'exécutif une sorte de glissement sémantique. Il ne parle plus de manifestants, mais d'émeutiers. Est-ce que tous les manifestants sont des émeutiers selon vous ? Moi, je n'ai pas à me prononcer sur le fond des questions de maintien de l'ordre. Ma question à moi, parce que c'est ma mission, c'est une des 5 missions du défenseur, le contrôle de la déontologie de la sécurité. C'est-à-dire, est-ce que les règles de comportement professionnel des forces de sécurité, de manière générale, principalement la nécessité et la proportionnalité des gestes, des interventions, est-ce que ces règles de comportement professionnel sont respectées par rapport aux droits fondamentaux, au droit à l'intégrité physique, à la liberté de manifester, ou tout simplement, bien entendu, au fait que entre manifestants et policiers, et membres des forces de l'ordre, il y a une égalité de droits évidente. Simplement, les uns disposent de moyens que n'ont pas les autres. Donc, je ne me prononce pas sur le fond, mais en revanche, depuis des années, comme défenseur des droits, en charge de la déontologie de la sécurité, j'ai été amené à proposer qu'on réfléchisse effectivement à une adaptation de nos règles, de nos méthodes, notamment des méthodes de formation, et des moyens du maintien de l'ordre. Et en dernier lieu, je l'ai fait il y a maintenant 15 mois, c'est-à-dire sans aucune relation avec les événements actuels. Je l'ai fait en janvier 2018. J'ai remis un rapport au président de l'Assemblée nationale et j'ai d'ailleurs diffusé ce rapport, bien entendu, au ministère de l'Intérieur et au Premier ministre. Je n'ai pas donc d'opinion à avoir sur ce sujet, simplement... Vous parlez malgré tout, pardon Jacques Toubon, justement d'une égalité de droits entre les manifestants et les forces de l'ordre. Cette nouvelle doctrine, on voit qu'on va encourager les policiers et les gendarmes sur le terrain à aller au contact. Le Premier ministre lui-même reconnaît que ça ne sera pas sans risque. Non. C'est bien entendu, et c'est la question que j'ai posée, en particulier depuis longtemps, depuis 3 ou 4 ans, et pas maintenant, sur l'utilisation des armes de force intermédiaire, c'est-à-dire leur dangerosité qui me paraissait faire prendre trop de risques, et c'est pour ça que j'avais proposé d'en suspendre la dotation, non pas de manière générale, parce que par exemple, les policiers qui poursuivent des délinquants pour trafiquants de drogue ou autres, pour cambriolage, et qui utilisent des flashballs ou des lanceurs de balles de défense, oui, mais j'avais dit, dans le maintien de l'ordre, c'est trop risqué. Donc, ma position à moi, elle est véritablement de voir comment on
mène le maintien de l'ordre par rapport aux droits fondamentaux. Et j'avais dans ce rapport de janvier 2018 notamment dit, peut-être pourrait-on réfléchir à s'inspirer de certains exemples étrangers, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique ou l'Espagne, qui sont confrontés à des manifestations très violentes comme nous, parce que c'est l'évolution effectivement des manifestants qui sont de plus en plus violents, et peut-être faudrait-il s'inspirer d'un certain nombre de méthodes qu'ils ont appliquées. Ce que je regrette d'une certaine façon, c'est que cette adaptation se fasse non pas à tête reposée, à l'issue d'un débat, je dirais, serein, public, impartial, mais un peu sous la pression des événements. Oui. Cette nouvelle doctrine, est-ce qu'elle va contribuer à renforcer aussi le développement d'une logique sécuritaire que vous dénoncez dans votre rapport ? Ce que j'ai, moi, dit, c'est qu'à travers les lois, notamment les lois antiterroristes, l'état d'urgence, puis ce qui est passé dans la loi ordinaire, à travers un certain nombre de limitations de droits ou de libertés, la substitution aux juges judiciaires d'autorités administratives, on a tout de même l'impression que le champ des libertés se limite et que, de manière générale, nous avons quelques accros à l'état de droit. Et comme vous le savez, la sagesse populaire le dit, il n'y a que le premier accroc qui coûte. Donc ce que je voudrais, moi, en tant que défenseur des droits, ce n'est pas une opinion politique, c'est que notre état de droit, c'est-à-dire le fait que le droit s'applique à l'État, c'est ça, hein, l'état de droit, que cet état de droit soit parfaitement respecté, parce que c'est l'héritage de la République et c'est naturellement notre bien commun. Quand on interdit les manifestations sur les Champs-Élysées, sur certaines places comme la place Péberlan à Bordeaux ou encore place du Capitole à Toulouse, sur les interdictions de manifestations, je me suis exprimé sur la proposition de loi sénatoriale et puis sur le texte qui a été examiné et qui est maintenant devenu une loi qui est soumise au Conseil constitutionnel. J'ai dit, l'interdiction de manifester, je pense que ça peut poser un problème de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel va en décider. Oui, on voit bien que le gouvernement trouve des moyens justement pour contourner, sans attendre justement la promulgation, la réponse du Conseil constitutionnel pour interdire ces manifestations. Il y a donc des possibilités. On est en dehors d'un cadre légal, selon vous ? Oui, parce que le gouvernement s'appuie sur d'autres dispositions, certaines qui existent depuis déjà 2010, je crois, et qui portaient sur la répression des attroupements. Donc, les violences en bande organisée. D'une certaine façon, j'ai eu l'occasion de le dire, l'arsenal législatif est déjà suffisamment abondant. Vous avez été auditionné aujourd'hui au Sénat, notamment sur la question de l'accès aux services publics. Là aussi, c'est un point fort de votre rapport. La dématérialisation, notamment, est-ce qu'elle a pu éloigner le citoyen de cet accès ? Je vous remercie de le dire parce que, effectivement, je viens de publier la semaine dernière mon rapport d'activité pour 2018. Il est consacré principalement, je dirais, 97 pages sur 100. Il est consacré principalement à ce que j'appelle le recul des services publics et aux difficultés que nos concitoyens, et notamment les plus fragiles, les plus vulnérables, ont pour accéder aux services publics et donc accéder aux droits à travers les services publics. Et j'ai notamment mis en cause le fait que la numérisation des procédures tend à rendre difficile l'accès aux droits pour 20-25% de la population qui soit n'est pas équipée, soit dans une zone où il n'y a pas d'Internet, soit n'est pas équipé, soit des difficultés avec le langage administratif, avec les techniques informatiques. Et j'ai dit, il faut que d'ici 2022, où normalement toutes les procédures administratives devraient être numérisées, il faut absolument mettre en place, des alternatives, par exemple le téléphone, mais aussi surtout la présence humaine des femmes et des hommes qui continuent à parler dans les administrations, dans les services publics, avec les usagers, et puis d'autre part, qu'on mette en place des accompagnements pour les personnes qui sont démunies et qui sont les plus fragiles. Et j'ai le sentiment que c'est un sujet sur lequel le gouvernement est maintenant bien sensibilisé, et c'est ce que j'ai essayé de développer ce matin devant la Commission des Affaires sociales du Sénat. Puisqu'on est en pleine crise des Gilets jaunes, cet accès aux services publics, ça fait partie aussi de leurs revendications ? Je pense qu'il y a dans les troubles sociaux actuels, mais ça remonte à 30 ans, ça n'est pas né le 17 novembre, il y a incontestablement une demande d'État, une demande de protection, une demande d'accès aux droits, une demande de justice. Vous savez, quand j'ai été nommé dans les fonctions de défenseur des droits, je suis venu devant la commission des lois du Sénat et la commission des lois de l'Assemblée pour respecter la procédure constitutionnelle de nomination, et j'ai eu l'occasion de dire que mon objectif, ça serait de faire
la guerre à l'injustice, parce que j'avais bien vu qu'il y avait un sentiment d'inégalité par rapport au service public et par rapport aux droits. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, indépendamment de la conjoncture, mais sur la longue période, il faut que l'on fasse des politiques qui prennent en compte les besoins des usagers, de tous les usagers, en particulier les plus vulnérables, avant qu'une réforme soit décidée, que la réforme soit faite pour les usagers et non pas pour les besoins des services. Dernière question pour vous sur un autre dossier particulièrement suivi au Sénat. Il concerne Parcoursup. Jacques Toubon, il y a quelques mois, vous aviez lancé un ultimatum à Frédérique Vidal. Vous exigez la publication, la transparence sur ces fameux algorithmes. La réponse finalement du gouvernement, ça a été d'anonymiser, pour les établissements scolaires, seulement le nom, l'âge. Est-ce que ça satisfait finalement à votre requête ? Je suis venu il y a un mois devant la Commission de la Culture et de l'Éducation du Sénat, parler de ces questions. Vous savez que le sénateur Lafont a été missionné sur la mobilité à l'intérieur de l'Île-de-France. J'ai mis en valeur dans l'avis que j'ai rendu au mois de janvier qu'on ne pouvait pas dire que les craintes d'un certain nombre, notamment de parlementaires ou d'associations, il y a des discriminations dans Parcoursup, que ces craintes étaient vraiment justifiées. Mais, en revanche, j'ai dit, il n'y a pas de transparence. Il faut informer les élèves avant qu'ils fassent leur demande sur la manière dont fonctionneront les outils de décision locaux. Et puis, j'ai dit aussi, il faut augmenter et harmoniser le taux des boursiers, par exemple, qui vont être pris dans les formations. Vous avez été écouté, entendu sur ces points ? Je crois que sur certains points, oui. Et ce que je souhaite, c'est qu'on aille encore plus loin. J'ai en particulier aussi donné un avis, et je pense que là-dessus, il y a des progrès qui ont été faits pour l'accès des élèves handicapés à l'enseignement supérieur et tous les aménagements qui sont nécessaires. C'est un vrai sujet qu'on a trop souvent l'habitude d'oublier. Merci beaucoup Jacques Toubon d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Après les conférences thématiques nationales, la synthèse des contributions au grand débat se poursuit en région. Cette fois, ce sont des citoyens tirés au sort qui doivent se prononcer sur les doléances exprimées lors de cette consultation inédite décidée par l'exécutif pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Samia Dechir. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais tous ont accepté de passer 2 jours à débattre ensemble. Bonjour. Il paraît qu'il faut prendre un badge. Alors, dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Fabienne. La conférence régionale d'Orléans a rassemblé 73 personnes, toutes tirées au sort sur les listes téléphoniques. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de passe-droit, voilà. Non, je trouve que c'est très bien. Puis du coup, ça cible toutes les catégories de personnes, donc c'est très bien. Fabienne, 60 ans, naturopathe, rejoint les 5 autres participants de son groupe. À chaque table, une couleur correspondant à l'un des 4 thèmes du grand débat. La couleur rose, c'est la fiscalité et les dépenses publiques. Leur rôle, faire entrer le grand débat national dans sa 2e phase, celle des propositions collectives. Le contrat qu'on propose de mener avec vous, c'est d'arriver demain soir avec entre 12 et 24 propositions, parce que vous pourrez faire 1 à 2 propositions par table. Autour de chaque table, il faut d'abord identifier les problèmes liés à chaque thématique. Le premier temps, ça va être temps de rédaction de post-it individuellement. Après, on va échanger. À la table de Fabienne, tous pensent que l'impôt est mal réparti en France. Mais identifier une solution consensuelle n'est pas si simple. Finalement, après de longues heures, ils se mettent d'accord pour proposer une plus grande progressivité de tous les impôts. On a évoqué effectivement une solution qui est intéressante, c'est-à-dire de ramener tous les impôts dans une seule assiette et donc du coup mettre une progressivité dessus. Voilà, bon, ça c'est une idée, on était d'accord pratiquement tous. À la fin des travaux, toutes les propositions de la salle sont soumises au vote pour être hiérarchisées. C'est un médecin pour tous, donc qui a été la plus plébiscitée. En tout, une vingtaine de propositions, dont certaines très concrètes. Toutes seront retransmises au gouvernement, promet l'équipe du grand débat national. Je ne sais pas si elles changeront la donne, mais elles ne passeront pas à la trappe. Ça, on vous garantit, ça fait partie du contrat. Après, c'est au décideur de décider. Que fera le gouvernement de toutes ces mesures? C'est toute l'inquiétude partagée par beaucoup de participants. Je pense que ça ne suffit pas pour que l'État prenne des décisions concrètes. Je pense qu'il faut qu'on intervienne après à un autre niveau. Ce genre de rassemblement citoyen doit se refaire, mais après peut-être avec des députés, avec voilà.
Mais pour l'instant, aucune rencontre entre élus et citoyens n'est prévue dans le cadre du grand débat national. L'issue des conférences régionales, c'est une synthèse des propositions que les parlementaires ou l'exécutif sont libres de prendre en compte. Près de 3 heures d'audition. Hier, Bruno Le Maire et Christophe Castaner n'ont pas été ménagés par les sénateurs. Les deux ministres ont dû répondre aux critiques, mais aussi ils ont dû s'expliquer sur les moyens mis en œuvre pour éviter de nouvelles violences et actes de vandalisme. Jonathan Dupriez. Dans la même salle, au même moment, Christophe Castaner, Laurent Nunez et Bruno Le Maire ont dû rendre des comptes aux sénateurs, tant sur les conséquences économiques liées aux dégradations des casseurs que sur l'aspect sécuritaire de la dernière manifestation des Gilets jaunes. Samedi dernier, il y a eu à la fois des dysfonctionnements dans l'application de la doctrine que nous avons fait évoluer et qui a évolué, je le rappelle, après le 1er décembre. Et puis, il y a eu un phénomène constaté de dépassement face à la violence. En question notamment, l'usage plus mesuré des LBD. Les policiers avaient-ils l'autorisation de tirer samedi pour arrêter instantanément les délinquants en action ou devaient-ils attendre des ordres qui ne venaient pas? Il y a eu des instructions d'utilisation plus prudente, plus mesurée des lanceurs de balles de défense qui ont été données et ça ne correspondait pas aux instructions générales qui avaient été données par les ministres et c'est un dysfonctionnement effectivement majeur. En plus de la loi anti-casseurs adoptée au Sénat, le gouvernement a annoncé des mesures pour mieux encadrer les manifestations. Mais pas question pour le ministre de l'Intérieur d'aller vers l'instauration d'un état d'urgence. Je n'exclus pas l'état d'urgence par principe. Je l'exclus parce que j'ai le sentiment qu'il ne nous donnerait pas forcément de moyens supplémentaires pour neutraliser ceux qui viennent casser. De son côté, Bruno Le Maire a réévalué le montant des dégâts engendrés par les casseurs depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. J'estime désormais, après les événements de samedi, en liaison avec la Fédération française de l'assurance, ce coût global des sinistres à 200 millions d'euros et non plus 170 millions d'euros. Si les commerçants, profession la plus impactée par les dommages, bénéficient de certains aménagements sociaux et fiscaux, le ministre de l'économie ne prévoit pas l'instauration d'un fonds spécial d'indemnisation. Est-ce qu'il va y avoir un fonds d'urgence? Je pense qu'il est moins efficace, je le dis très sincèrement, que tous les dispositifs que nous avons mis en place. Les sénateurs ont annoncé qu'ils procéderont à des auditions complémentaires. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sera entendue dans les prochains jours. Et avant d'en parler avec mes invités, on retourne à la salle des conférences pour une dernière réaction avec vous, Tam Tranui, avec la sénatrice communiste Cécile Cukierman, c'est à vous. Cécile Cukierman, tout d'abord, votre réaction au fait que le gouvernement mobilise le dispositif Sentinelle samedi prochain pour protéger les bâtiments officiels et les points chauds à se justifier. Bien, tout d'abord, je crois qu'après ce à quoi nous avons assisté samedi dernier, il y a besoin à la fois de protéger un certain nombre de bâtiments, mais aussi il y aura besoin samedi de protéger celles et ceux qui vont vouloir venir manifester, comme d'ailleurs c'est leur droit constitutionnel. Donc il faut plus de monde. Il faut plus de monde, nous l'avons dit. Par contre, attention, le gouvernement ne peut pas simplement se réfugier derrière une simple réponse sécuritaire. Et c'est bien ce que nous disons depuis hier, et ce que nous avons rappelé aux ministres quand nous les avons auditionnés. Il y a besoin maintenant d'une réponse politique, parce que si l'on veut sortir de cette crise, sortir de ces mobilisations qui amènent inévitablement l'intrusion de Black Bloc et de tout ce qui en découle, cela veut dire qu'il faut maintenant amener des mesures concrètes sur la table pour répondre à ce besoin de justice sociale que demandent les Français. Un mot encore sur les manifestants. Ce ne sont plus des manifestants, mais des émeutiers, des séditieux, a dit tout à l'heure Benjamin Griveaux lors de son point presse. Moi, j'invite le gouvernement à faire très attention aux mots qu'il utilise et à éviter de mettre de l'huile sur le feu. Nous l'avons vu, et en tout cas les communistes, nous l'avons dénoncé depuis le début, il y a dans ces mobilisations à la fois des manifestants et effectivement des gens qui n'ont rien à y faire, qui sont des gens qui viennent là pour casser, qui n'ont pas de revendications, et ces gens-là d'ailleurs ils sont connus, ils sont quelques centaines, un millier. C'est impensable qu'aujourd'hui en France les forces de police ne les connaissent pas. Ils doivent donc être appréhendés. Une radicalisation des Gilets jaunes, on entend des personnalités marquantes du mouvement des Gilets jaunes qui disent on constate que si on ne casse pas, il ne se passe rien, et qui justifie la casse. Il y a une radicalisation du mouvement des Gilets jaunes et je ne la partage pas, mais justement, pour empêcher cette radicalisation, il y a besoin d'une réponse politique. Et ça ne peut pas être simplement une réponse sécuritaire, parce que croire qu'avec une réponse sécuritaire, on empêchera cette radicalité est une erreur. Bien au contraire, cela va en rajouter. Parce que qu'est-ce qu'est la démonstration depuis le début? C'est que finalement, plus il y a de la casse, plus on parle d'eux. Donc il y a besoin aujourd'hui d'une véritable réponse politique sur les questions sociales, sur les questions fiscales, que portent finalement les Françaises et les Français, qui sont en tout cas fortement attendus. Et on le voit, y compris dans les différents débats qui
qui ont eu lieu ces dernières semaines. Pour en revenir à l'audition hier du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est-ce que vous avez jugé ces explications, ces justifications satisfaisantes? Lui qui a notamment dit qu'il y a eu des problèmes de management, mais au sein de la préfecture de police de Paris, et qui a ainsi expliqué le limogeage du préfet Michel Delpech. Écoutez, il y a quelque chose qui finalement est assez facile pour ce gouvernement, c'est d'avoir comme fusible les préfets. Donc effectivement, et je crois que hier après-midi, nous avons assisté pendant près de 3 heures à un ministre de l'Intérieur qui très facilement a rejeté sur finalement le préfet et l'organisation des forces de l'ordre toutes les difficultés qui ont eu lieu samedi dernier, sachant que de toutes les façons, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, il serait remplacé. Voilà, je crois que ce serait un peu facile et un peu trop rapide de faire croire aux Français que c'est en changeant de préfet que les problèmes vont se régler dans notre pays. Merci beaucoup Cécile Cukierman d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam. Et on continue les réactions avec mes invités. Jacqueline Eustache-Brinio, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise. Sur ce plateau également, Martial Bourquin. Bonsoir, sénateur socialiste du Doubs. Philippe Bonnecarrère est également avec nous. Bonsoir, sénateur centriste du Tarn. Et puis Jean-Marc Garbouty, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur RDSE de la Haute-Vienne. Jacqueline Eustache-Brinio, près de 3 heures d'audition. Bruno Le Maire qui a dû s'expliquer sur ces actes de vandalisme et les conséquences économiques sur notre pays, mais aussi Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, très attendu. Est-ce qu'il vous a convaincu hier par ses déclarations? Convaincu, c'est pas le mot. Je pense que on a tous constaté qu'il y avait eu des dysfonctionnements énormes dans ce qui s'est passé samedi à Paris. Je pense que voilà. Après, il était là pour expliquer pourquoi un certain nombre de choses n'ont pas fonctionné. C'est vrai que la première réaction de limoger un haut fonctionnaire, je ne trouve pas que... Voilà. Hier, je voudrais dire des choix politiques et les politiques qui doivent assumer... Il aurait dû prendre une responsabilité personnelle. Les politiques, d'une manière générale, quels qu'ils soient, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Ce n'est pas aux fonctionnaires d'assumer les responsabilités politiques. Il aurait dû assumer davantage. Après, on peut refaire l'histoire, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas recommencer à vivre ce que nous avons vécu la semaine dernière. S'il y a des dysfonctionnements, si les choses n'ont pas fonctionné, il faut que ça s'arrête et il faut les pointer. Mais il faut assumer politiquement ces graves dysfonctionnements qui ont eu lieu la semaine dernière. Ça, c'est certain. Oui, Martial Bourquin, vous attendiez, vous, est-ce que le ministre, finalement, devant vous, assume davantage, justement, ses responsabilités? Il a beaucoup mis en cause le management des dysfonctionnements. J'ai l'impression que c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est le fonctionnaire, c'est une facilité extraordinaire. On a découvert une chose, c'est que M. Castaner n'est pas M. Cazeneuve. Il y a une différence de niveau, et je crois qu'il y a eu un gouvernement qui a été pris de court dans cette situation, et j'ai l'impression qu'on se sert du préfet comme un fusible. C'est pas très chouette. Et le vrai problème, c'est que vous avez à la fois une crise sociale profonde, et en même temps des casseurs qui n'ont rien à voir avec des manifestants. Le problème, c'est de protéger les biens de la République, les biens des personnes qui sont... et puis y compris faire en sorte que les policiers n'essuient pas des violences inacceptables. Et dans une situation comme celle-là, il faut avoir des politiques de maintien de l'ordre de bon niveau. Simplement, je ne pense pas que... Et c'est là que j'ai une divergence avec M. Castaner. On avait l'impression que l'alpha et l'oméga de l'issue à cette situation, c'était la répression. Il faut de la répression par rapport aux casseurs, mais il faut très vite un débat politique pour qu'on ait une issue politique à une crise politique et sociale. Philippe Bonnecarrère, votre réaction suite à cette audition du ministre de l'Intérieur? Pour lui, il n'y a pas eu de problème d'anticipation. Notre connaissance du renseignement était bon. Il justifie ces violences par des erreurs de management. Il faut d'abord se dégager des questions de personnes. Je ne suis pas sûr que le ministre de l'Intérieur en tant que tel soit en cause. C'est une position intenable. D'un côté... c'est lui qui est à la tête de la chaîne de commandement, pardon, Philippe Bonnecarrère. Là, il en est clairement responsable. Si d'un côté, il est critiqué pour une absence de fermeté, et d'un autre côté, s'il y avait des drames dans l'exercice de répression des manifestations, on a tous en mémoire la situation de Malek Ousekine et plus récemment de Rémi Fraisse, il y en serait fait reproche. Donc sa ligne de crête est extrêmement étroite. Il est clair que samedi dernier, il y a eu un échec dans la chaîne de commandement, et effectivement, je pense qu'il était sage pour lui d'en assumer la responsabilité, d'en tirer vite les conséquences, mais je voudrais quand même insister sur deux choses. C'est le 18e épisode.
les gens sont aussi épuisés. Je pense aux forces de police. Il faut donc leur garder des moyens d'action et je ne partage pas l'idée, par exemple, de les désarmer quant aux moyens à utiliser. Et en même temps, il faut continuer à évoluer face à des manifestants qui sont beaucoup radicalisés. Et ça, nous sommes là dans un problème de société, puisque ce n'est pas qu'un problème franco-français. C'est malheureusement une situation que l'on retrouve ailleurs en Europe. Et c'est donc vraiment une préoccupation, je crois, pour chacun d'entre nous dans la suite de la vie publique. Ouais. Jean-Marc Gabouty, ça a été rappelé à l'instant, on voit que les forces de l'ordre sont épuisées. Le gouvernement veut faire évoluer la doctrine en matière de maintien de l'ordre, en les encourageant, ces forces de l'ordre, à aller davantage au contact. Est-ce que c'est un peu irresponsable dans la situation? Bon, il faut penser, ce que disait Philippe Bonnecarrère, que nous sommes au 18e samedi face à un phénomène totalement nouveau. Donc on n'a pas forcément l'expérience. Les autres manifestations, on le voit très bien, c'est pas un problème de manifestation, elle se passe bien. Il y a eu une autre manifestation à Paris avec 40 000 personnes, aucun incident. Donc on est face à ce phénomène avec des black blocs, oui, mais aussi avec des gilets jaunes qui sont excessivement violents. Ils sont radicalisés, c'est ce qu'a dit Laurent Nunez. Et qui n'attendent aucune réponse politique, c'est-à-dire qu'on peut apporter n'importe quelle réponse politique. Ce public-là ne sera pas satisfait. Alors il y a tous ceux qui les soutiennent. Il y a en France effectivement un problème, un problème social, un problème de malaise. Je dirais que c'est un autre sujet. Il y a des liens entre les deux, mais il ne faut pas complètement les corréler. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu des dysfonctionnements, mais si vous voulez voir des images, effectivement, où ce sont des manifestants à pied qui courent après des voitures de police qui sont obligés de reculer à toute vitesse, etc., enfin, c'est un petit peu le monde à l'envers. Le gouvernement prend des mesures nouvelles, j'espère qu'il va réussir. On se trouve, après samedi dernier, il se trouve dans une position d'une obligation non plus de moyens, mais d'une obligation de résultats. Hein. Je veux dire que là, il est au pied du mur, il a grillé un petit peu une cartouche samedi dernier avec ces dysfonctionnements qui ont ému le pays et qui ont causé des dégâts considérables sur les Champs-Élysées. Il est au pied du mur, Christophe Castaner. S'il y a de nouveaux incidents ce samedi, aujourd'hui, lors d'un acte 19 des Gilets jaunes. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas le droit à l'erreur. Je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, on a des situations, et on le rappelait, c'est 18 samedi. À un moment, il faut juste avoir l'honnêteté de se dire que ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer, je veux dire. Donc, on peut pas. Il y a pas 50 solutions. Hein, malheureusement, c'est où on interdit toute manifestation des gilets jaunes, parce que, et mon collègue l'a rappelé, c'est quand même les gilets jaunes qui sont à l'initiative de cette manifestation. Bien sûr que les black blocs sont des gens qui détruisent tout, etc. Mais c'est quand même les gilets jaunes qui appellent à venir manifester sur Paris. Il ne faut pas dédouaner les gilets jaunes de tout ce qui se passe. Parce que quand on manifeste et quand on ne sait plus gérer un mouvement, il faut l'assumer. Ça veut dire quoi, Jacqueline Eustache-Brinio? Benjamin Griveaux dit aujourd'hui on ne parle plus de manifestants, ce sont des émeutiers. Bien sûr. Tous les manifestants sont des émeutiers. Pas tous, mais une partie. Attendez, je finis juste. Aujourd'hui, on a quand même une population qui était excédée par ce qui se passe. D'abord, il y a des conséquences économiques et d'image du pays qui sont dramatiques pour notre pays. Voilà. On attend. Alors, j'entends qu'il y a l'expression de souffrance sociale, etc. Moi, vous connaissez bien, moi je suis républicaine, je ne suis pas En Marche. Le président, il a débloqué un certain nombre, une grosse somme quand même, au début des Gilets. Alors peut-être qu'il a attendu trop tard pour réagir. Mais aujourd'hui, il ne faut pas croire non plus, il ne faut pas laisser croire qu'un président, quel qu'il soit, du jour au lendemain, il va dire oui à toutes les revendications qu'une petite partie des habitants... Combien ils étaient les manifestants la dernière fois? Ils étaient combien en France? Ils étaient 30 000 maximum. 30 000 personnes qui appellent à manifester, qui ne sait plus gérer physiquement ces manifestations et qui aujourd'hui demandent à ce que l'État écoute et accepte toutes les revendications. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas, malheureusement. Je pense qu'effectivement, il faut une issue politique. Et ce président, plutôt que de faire ses shows un peu partout, y compris un de 8 heures, ferait mieux de chercher une issue politique, c'est-à-dire à un moment donné, il y a des grenelles, il y a des solutions à apporter pour qu'on se mette à négocier, à discuter. Le grand débat, ce n'était pas une... Mais le grand débat, c'était tellement cadré que c'était un show épouvantable. C'est-à-dire, rendez compte qu'avec les intellectuels, j'ai entendu Mme Méda qui disait « j'ai été pris en otage pendant 8 heures. Pourquoi j'y suis allé ?» Et donc, à un moment donné, le vrai problème, c'est que M. Macron doit regarder les problèmes qu'il crée. Regardez voir, on va avoir dans peu de temps le débat sur Pacte. On dit qu'il y a un grand débat,
on a demandé à ce que soit la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, soit versée au grand débat. Qu'y compris sur des questions comme ça, il y ait consultation. Rien. Il veut qu'on négocie sur ce qu'il dit de négocier. C'est lui qui bloque toute la situation. Il est l'obstacle à une issue politique. Les bonnes carrées ensuite, Jean-Marc Gabouty. Le président de la République est face à son épreuve du feu. La réponse qu'il va donner dans les jours qui viennent est bien sûr essentielle. Mais au-delà de la réponse du président de la République, je me permets d'insister ou de dire aux manifestants qu'il faut arrêter, parce que cela n'a plus de sens. S'ils veulent participer à la vie publique, ils le font en se présentant à des élections. Mais mesurons bien où on en est. Nous sommes obligés, dans cette situation de crise, de faire appel pour défendre les bâtiments publics à des militaires. Les militaires Avec l'opération Sentinelle qui est redéployée. Les militaires ont assuré la défense de notre pays et à se former. Nous les détournons de ce qui est leur vocation directe. Notre police, notre gendarmerie ont d'énormes responsabilités en matière de lutte contre le terrorisme et sont obligés aujourd'hui de s'occuper d'autres éléments, outre le respect de l'ordre sur chacun de nos territoires. On arrive à une situation qui est hors de toute raison. Et qu'il y ait une attente vis-à-vis du président de la République, je vais espérer qu'il sera à la hauteur, dans l'intérêt de notre pays, de la situation. Pour l'instant, il ne l'a pas montré, hein. Il a lancé un débat. S'il s'était exprimé, mais s'il s'était exprimé avant la fin du débat, M. Bourquin, on lui aurait reproché. Écoutez, le président de la République... avoir un débat qui est complètement excusé d'avance. Non, le président de la République a lancé effectivement un débat. C'est un choix de méthode, parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Vous voulez négocier avec qui ? Voilà, je veux dire que les syndicats eux-mêmes étaient débordés par le mouvement des Gilets jaunes. On a bien vu qu'ils n'avaient pratiquement aucune prise dessus. Donc négocier avec les Gilets jaunes, c'était impossible, puisque dès qu'ils avaient un représentant qui émergeait, je dirais, il était insulté, menacé, etc. Donc la méthode du grand débat, à mon avis, était la bonne méthode. Elle a l'inconvénient d'être un peu longue, donc de différer effectivement les annonces. Et les débats qui ont eu lieu en province, moi j'ai participé à 4 débats dans mon département, je veux dire, il y avait des lignes directrices, mais ceux qui les animaient, en l'occurrence j'en ai animé 2, je dirais s'exprimaient, ils avaient une liberté d'expression, et on a tout remonté. Et on a bien vu d'ailleurs que le pouvoir d'achat qui ne figurait pas dans le cadre formel du grand débat remonte aujourd'hui. Pour autant, ça n'a pas empêché les violences de samedi, le symbole est fort. Au lendemain de la fin du grand débat, au lendemain du 15 mars, on assiste à cette... Il est là le problème, c'est que le président, qu'on soit pour ou contre ce grand débat, à la limite, c'est la méthode qui a été choisie, c'est la méthode qui est choisie. On n'attend même pas de savoir ce qui va en sortir, qu'est-ce qu'il va être concrètement... Voilà. Mais on continue à casser, et puis on empile des revendications individuelles, comme si, et il ne faut pas se leurrer, un président de la République, quel qu'il soit, il ne peut pas répondre à toutes les demandes individuelles. Enfin, on est parti dans un cahier. Cautionnent ces violences, ils se disent finalement, ça devient un mal nécessaire. J'ai pas entendu beaucoup de gilets jaunes condamnés à la télé, dans les médias. Ce qui s'est passé à Paris, j'ai pas beaucoup entendu. Donc cette espèce de complicité sans être dans complicité, je veux dire, moi ça me gêne. Je pense qu'on aurait tort de faire l'amalgame entre des personnes qui manifestent. C'est un droit constitutionnel. Non mais ça, il n'y a pas de souci avec ça. La deuxième chose, avec les casseurs. Là, c'était probant. Samedi, c'était même d'une violence épouvantable, et des gens qui étaient habillés en black bloc et qui venaient pour casser, qui venaient pour attaquer les forces de police. Chers collègues, qui appelle à manifester? Attendez. C'est quand même les gilets jaunes. Et c'est à l'État d'assurer l'ordre. Et la deuxième chose, la conception du débat. Vous savez très bien qu'il y a 2 façons de débattre. Il y a une façon constructive visant à trouver des solutions, et il y a une conception exutoire. Non mais et un caractère catharsique du débat pour justement faire en sorte que on ne change rien à la politique que je mène. Et il le dit régulièrement, on ne changera rien. La preuve, c'est qu'il privatise Aéroport de Paris, qui est une aberration. Ça, je suis d'accord. Pour moi, il y a l'urgence et le moyen terme. L'urgence, c'est de rétablir l'ordre public. Exactement. Et ça, ce n'est pas une question. Et la fermeté, les mesures sécuritaires, ça va y contribuer, vous pensez? Ça va fonctionner, les interdictions de manifester? Je pense effectivement. Je ne suis pas sensible à l'aspect arsenal juridique. Je pense qu'on avait déjà bien assez de lois. On avait tout ce qu'il fallait. C'est indiscutablement une question de mise en œuvre. Ça, c'est l'urgence. Et puis, il y a le moyen terme qui concerne les réformes de notre pays
Et l'immense paradoxe dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec un président de la République qui a été élu sur le constat du blocage de la société française et de la nécessité de réformer, et qu'élu justement sur cette analyse, il reçoit en contrepoint avec violence les manifestations qui interviennent. La clé est entre ses mains, c'est la clé aussi de son quinquennat, et je vais espérer encore une fois qu'il sera à la hauteur dans l'intérêt du pays, de la situation. Jean-Marc Gabouty, on a un peu moins d'une minute pour conclure ce débat. On attend tous, c'est effectivement la sortie oui. du grand débat est quelque chose de décisif pour le président de la République et pour le gouvernement, encore plus pour le président de la République, parce que le gouvernement peut en changer, mais le président, je dirais, il joue son quinquennat là-dessus, en associant, et c'est difficile, en associant la ligne politique qui lui a permis d'être élu et les propositions qu'il a faites lors de l'élection présidentielle à des infléchissements sur des sujets qui ont été négligés ou qui ont été mal pris en compte. On a parlé de la CSG sur les retraites, de la non-revalorisation des retraites, d'ensemble de problèmes. Donc il faut qu'il arrive à associer les deux, c'est-à-dire apporter des choses concrètes et nouvelles, mais sans se renier sur ce qui est sa ligne directrice, ce qui me paraît normal. Et ce qui paye beaucoup, c'est sa personnalité aussi. Merci beaucoup. Merci Jacqueline Sage-Brignon, merci à vous Jean-Marc Gabouty, merci Philippe Bonnecarrère, merci Martial Bourquin, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.